Bonjour à tous. Merci aussi de donner effectivement une place à la médecine vétérinaire. Alors nous, on n'a pas les mêmes problèmes que l'homéopathie parce qu'on n'a jamais été remboursé. Alors on commence à avoir de l'aide avec les mutuelles. Par contre, je pense qu'on n'a pas de problème de crédibilité parce que comme la médecine humaine, on s'appuie sur une médecine fondée sur les preuves, sur des preuves scientifiques. Alors aujourd'hui, merci de me faire parler sur l'intérêt des préparations magistrales pour la prise en charge de la douleur. Et j'insisterai aussi sur le fait qu'on a énormément à échanger. Vous savez, on parle beaucoup du concept One Health, mais le concept One Health, ce n'est pas uniquement les problèmes d'antibiorésistance, les problèmes de zoonose. C'est aussi un espace de solidarité. J'ai bien fait attention à votre présentation, monsieur le professeur. Et les cliniques vétérinaires ont répondu présent, puisqu'on a donné les stocks de Propofol, on a donné nos stocks de Midazolam, on a fourni, nous, sur l'île de Ré, on a fourni nos gels de solutions hydroalcooliques à SOS Médecins, et puis on a donné nos concentrateurs d'oxygène. Mais il y a aussi le One Pen, One Health, parce qu'on a beaucoup de choses à échanger, parce qu'il y a énormément de similitudes entre nos deux médecines. D'abord, au niveau des chiffres, vous savez probablement que la douleur, c'est le deuxième motif de consultation en médecine humaine. Pour nous, c'est le premier. Et l'arthrose, c'est la première cause de douleur chronique. Forte prévalence, forte similitude sur les chiffres. On a 23% de nos chiens, de nos 7 millions de chiens qui souffrent d'arthrose. On a 13% de nos 15 millions de chats. Et puis on partage aussi la même ratio. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arthrose radiologique, il y a moins d'arthrose clinique, et les ratios sont les mêmes. Le chien, c'est un modèle formidable d'observation clinique et d'échange, parce qu'on partage la même physiopathologie de la douleur, la même localisation au niveau des hanches, au niveau des genoux, des gracets. Il y a les mêmes facteurs de risque, l'obésité, l'âge. Il y a la même dissociation radioclinique. Vous savez que vous ne pouvez pas présumer de l'intensité d'une douleur juste en regardant une image. Et puis ce que vous voyez en bas à droite, c'est une IRM fonctionnelle de chat douloureux chronique. Et on retrouve les mêmes changements, à la fois structurels et fonctionnels, de la matrice douloureuse. Et puis on partage avec vous les mêmes problèmes d'observance. Et ici, ce sont des chiffres qui ne sont pas très, très glorieux. Vous avez peu de patients réellement observants dans des pathologies aussi graves que l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. En douleur chronique, c'est pire, puisque 9% des patients, au bout d'un an, abandonnent les prescriptions. Alors les torts sont partagés entre les malades, entre le personnel soignant. C'est peut-être dû parfois à des surmédicalisations. Et tout ça, ça conduit à des errances médicales, voire à du nomadisme médical. Nous, on partage d'autres problèmes. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu la présentation en pédiatrie. On a des animaux parfois qui n'acceptent pas toujours facilement les médicaments. On a des problèmes de dépistage, d'évaluation de la douleur, parce qu'on est toujours dans l'hétéro-évaluation. Donc là, on est comme les médecins qui font de la pédiatrie ou des gens qui s'occupent de personnes qui ont des difficultés pour communiquer. Et puis, on a beaucoup de différences au niveau pharmacologique, notamment chez le chat, avec des différences. Voilà un petit dessin de Guéluc. Le chat, il comprend peut-être vite, mais il métabolise lentement. Et puis, n'oubliez pas que nous, on traite des patients de 500 grammes jusqu'à 90 kilos. Et donc, on a une très forte variabilité pharmacologique. Et je donnerai juste un exemple, l'exemple du CBD, où un article de Gamble en 2018 a bien montré qu'il y avait, un peu comme les opioïdes, un fort effet de premier passage hépatique, et avec des biodisponibilités au bout du compte qui sont faibles à nulles, de 0 à 15-19%. On a constaté, comme peut-être vous aussi, les différences d'efficacité en fonction de la présence ou non des récepteurs CB1, CB2. Et une des solutions à ça, c'est peut-être justement se tourner vers les préparations magistrales pour essayer de contourner, par exemple, une forte lipophilie qui est à l'origine aussi de difficultés d'absorption. Et on peut peut-être le contourner avec des solutions liposomales ou encore des présentations transdermiques. Alors ça, c'est notre pratique un peu quotidienne pour donc contourner cet effet de premier passage hépatique. La voie transdermique, vous pouvez les faire facilement, mais on a besoin quand même de progresser. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Et j'en veux pour preuve ces études de pharmacocinétique qui montrent quand même clairement que pour l'instant, ce n'est pas au point, parce qu'on a des problèmes d'absorption. Quoi vous dire d'autre? On a souvent des galénies qui ne sont pas adaptées, donc des tailles de gélules. Quand vous allez faire avaler, bon, c'est un peu caricatural mon exemple, mais cette gélule à un tout petit chihuahua ou un chaton qui fait 500 grammes, ce n'est pas possible. On a un certain nombre de principes actifs qui ne sont pas disponibles.
chez nous. Je pense à la gabapentine qui nous aide beaucoup pour la prise en charge des douleurs neuropathiques, à la mentadine qui nous sert pour la prise en charge des douleurs nociplastiques comme anti-hyperalgésique. Tout ça, c'est en train d'évoluer. On se sert assez souvent de la mirtazapine, un antidépresseur tricyclique pour ses propriétés orexigènes chez le chat. Et donc, on a quand même certains laboratoires vétérinaires qui s'intéressent à ça et qui ont justement adopté, sous couvert d'études pharmacocinétiques, la solution transdermique. On a aussi souvent des dosages qui sont non adaptés au format, puisqu'on est sur des doses de 5 à 10 mg kg de gabapentine, 3 à 5 mg kg d'amantadine. Et comme c'est commercialisé uniquement sous une présentation 100 mg, vous savez, pour un chat, donc c'est pas possible. Et là, on a de vraies difficultés. On rencontre aussi les problèmes de rupture de stock. Et on a été pendant un an privé de meloxicam, qui est un préférentiel COX-2. On a eu aussi des difficultés pour traiter toutes les multimorbidités qui accompagnent les douleurs chroniques. On se sert beaucoup de telmisartan, des antagonistes à l'angiotensine, pour traiter et diminuer les protéinuries associées à nos maladies rénales chroniques. Il faut faire très attention parce qu'on a certaines de vos médicaments qui contiennent des excipients complètement inadaptés, notamment à base de xylitol. Bon, vous donnez ce genre de choses à un chien, il est très mal parce que ça lui provoque des crises d'hypoglycémie. Et puis, je pense que les pharmaciens qui sont dans cette salle, on vous a peut-être parfois fait dans le passé des prescriptions de tramadol buvable. C'est absolument imprenable chez le chat parce que il y a un excipient qui est beaucoup trop amer et au bout du compte, il y a une observance qui n'est pas du tout respectée. Alors, je parlais à l'instant des solutions transdermiques. Bon, on a à nos dispositions des solutions transdermiques à base de tramadol. Mais alors, vous avez vu, c'est beaucoup plus facile. Mais là encore, nous, au niveau de notre réseau, on fait beaucoup de veilles scientifiques. Et je vous ai mis juste cette référence récente 2021 qui montre que les concentrations plasmatiques ne sont pas atteintes. Donc je trouve, moi, pour ma part, qu'il y a un peu de précipitation. Et que, il faut qu'on s'appuie sur des vraies preuves scientifiques. Pas des preuves scientifiques du type ça marche, où on dit que ça va bien. Non, des preuves scientifiques étayées par des publications. Alors je finirai, j'ai rattrapé, je finirai en disant qu'effectivement il y a une formidable opportunité parce que dans notre domaine de la médecine vétérinaire, la prise en charge des douleurs fait l'objet de multiples révolutions. Alors une révolution nosographique, vous savez comme moi que l'OMS a enfin déclaré les douleurs chroniques comme des maladies et ça change tout. Parce que ça veut dire qu'il ne faut plus soigner ces douleurs chroniques comme des symptômes, mais avoir une vraie réflexion d'approche comme on fait pour une maladie. Vous avez vu aussi la dernière définition de l'IASP, qui enfin parle des êtres vivants non communiquant verbalement, et qui parle bien aussi de douleur individuelle, qui parle bien de la différence entre la nociception et la douleur. Il y a une révolution au niveau de la compréhension des mécanismes, ce qui nous permet de faire l'analgésie raisonnée en s'appuyant sur une approche mécanistique de la douleur. On a maintenant des outils digitaux pour évaluer la douleur. Alors ça, c'est particulièrement passionnant parce qu'à partir du moment où tout le monde se met à utiliser ces outils digitaux, vous vous rendez compte de la puissance des datas que l'on récupère. Les datas non seulement pour mieux comprendre la nature des mécanismes de la douleur, mais aussi pour apprécier la pertinence des traitements. Il y a un engouement extraordinaire aussi au niveau thérapeutique, notamment des biothérapies. On a à nos dispositions maintenant des biothérapies. Et puis en médecine vétérinaire, on est un petit peu fiers parce qu'on a les anticorps monoclonaux, anti-NGF, que vous n'avez pas encore, que vous n'aurez peut-être pas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors on les a depuis un an. On a fait, nous, sur l'île de Ré, on a fait plus de 400 injections avec à chaque fois des critères d'évaluation. Et oui, c'est intéressant, c'est très intéressant, quand bien même on ne peut pas revendiquer une réelle efficacité anti-inflammatoire. Donc on se pose des questions, savoir si en fait on n'est pas là en train de masquer la douleur et de ne pas s'attaquer à l'origine du problème. On travaille beaucoup sur l'alliance thérapeutique et puis on a essayé, nous, en médecine vétérinaire, de structurer un peu la prise en charge de la douleur en créant un réseau. Donc comme le disait Florence, maintenant on est à 630 cliniques et le but c'est de mettre en commun un patrimoine d'observation clinique parce que sur un domaine aussi subjectif que la douleur, au-delà des preuves scientifiques apportées par la médecine factuelle, il nous faut conjuguer des observations cliniques, tout simplement parce que très souvent, dans la médecine factuelle, on est sur des monomorbilités, et nous, ce n'est pas notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne, c'est les multimorbilités, et ça, les études de PM, ils n'en parlent pas beaucoup.
Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. L'intérêt, oui, pour améliorer la biodisponibilité, diminuer les risques liés aux excipients, améliorer l'observance avec des formulations adaptées, et puis répondre à la rupture de stock. Donc les suspensions buvables, plus ou moins aromatisées, les tailles de gélules, et puis les formes de transdermiques, mais sur lesquelles, vous avez compris, il faut qu'on travaille davantage. Tout ça dans le respect de la cascade. Donc nous, on est assez encadré là-dessus, et c'est bien. On travaille donc avec différents laboratoires de préparation magistrale, et on est très attaché à la traçabilité par la tenue de registre, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai rattrapé un peu le retard. Merci Thierry. À la lumière de ta présentation, il y a une similitude des problématiques avec la pédiatrie qu'on a évoquée ce matin. Vous manquez, sur certains API, vous manquez cruellement de spécialités. Quand les spécialités sont là, elles n'ont pas forcément toujours le même dosage, compte tenu du poids, de la taille des animaux de compagnie. La nécessité aussi peut-être d'avoir des formes orales buvables pour améliorer l'observance, la palatabilité des médicaments. Donc c'est quand même des points qu'on a soulevés au cours de la table ronde de ce matin qui sont très, très, très corrélés avec les problématiques de nos confrères les vétérinaires. Donc voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci pour cette présentation. Pour la forme transdermique, comment du coup envisagez-vous d'amener les preuves scientifiques des efficacités? Est-ce que vous avez déjà envisagé des études? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours sur ces formes qui sont relativement nouvelles en France, en vétérinaire, quoi? On veut aussi, comme nous tous, pas trop perdre de temps. Donc on fera des essais cliniques à partir du moment où on aura des preuves d'études pharmacocinétiques. Et puis ensuite, on va faire les études en s'appuyant sur des outils d'évaluation. On s'appuie beaucoup sur un outil qui s'appelle les CSOM, donc ce sont les Client Specific Outcome Measures. C'est dérivé des PRO, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les PRO, c'est les Patient Reported Outcome, très utilisés en rhumatologie humaine, et qui ont l'avantage de coller à la réalité de l'animal douloureux. Voilà, avec ses spécificités. Et donc, on identifie ces critères qui peuvent être des critères relevant des problèmes de mobilité, des problèmes de qualité de douleur, notamment qualité de douleur neuropathique, et enfin les répercussions émotionnelles qui sont elles-mêmes à l'origine de troubles comportementaux. Donc, on s'appuie sur ces trois grandes familles de signes, on les score, et le propriétaire de l'animal a une application qui va lui permettre, en autonomie, d'évaluer ça. Et il a aussitôt, nous on le reçoit, et on a des visualisations graphiques et surtout un archivage dans la durée. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des observations cliniques, non seulement sur des larges populations, mais aussi sur une beaucoup plus longue durée que ce que font les essais cliniques. Oui, bonjour, on a échangé tout à l'heure. J'avais deux questions. La première, est-ce que les matières premières que vous utilisez sont les mêmes matières premières qui sont utilisées pour l'usage humain ? Et la deuxième question, concernant le traitement de la douleur chez l'animal, quid de l'homéopathie, pour faire un lien avec l'intervention précédente? Je vais peut-être ouvrir un petit marché en même temps. La première réponse, nous, on travaille avec nos laboratoires ou avec des laboratoires de préparation. Donc, on ne traite pas la matière première directement. Après, la deuxième question, elle est un peu touchy. Si je peux me permettre, la réponse à cette question est oui. Ce sont les mêmes matières premières à usage pharmaceutique que nous utilisons en médecine humaine ou en médecine vétérinaire. Bon, la deuxième question, elle est un peu touchy. Pour moi, la différence de ce qui a été dit précédemment, pour moi, l'effet placebo, c'est pas un gros mot. Et s'il y a bien un domaine de la douleur où l'effet placebo peut rendre service, parce que quand bien même vous donnez une substance inerte, un placebo, l'effet placebo, ça correspond à quelque chose. Donc après, c'est un avis personnel. Avec l'homéopathie, j'ai un petit peu de mal parce que il faut simplement qu'on arrive à me convaincre qu'il y a quelque chose dedans. Par contre, je crois à la pertinence. Simplement parce que les homéopathes ont une approche très, très empathique, ils prennent du temps, et je pense que ça sublime
tous nos leviers internes de contrôle de la douleur. Donc, voilà, je sais pas. Je peux répondre si vous voulez. Pardon ? Non, je peux apporter la vision homéopathique dans le monde animal, mais il y a des vétérinaires homéopathiques qui... Il y a un petit Il y a la même désaffection, cher monsieur. Comment ? Après, il y a la même désaffection. Après, vous savez, nous, la santé animale, elle a des différences avec la santé humaine. On est non, je veux pas moins polémiquer, dans le psychologique, surtout dans les grands animaux. Et donc, l'homéopathie, dans les années 80, on avait beaucoup de demandes de la part des propriétaires. On en a beaucoup moins, mais c'est pas une critique de ce que vous faites. Mais moi, je pense qu'il y a un accompagnement qui peut être extrêmement bénéfique. Après, il persiste quand même des doutes sur la réalité de la matière. Ouais, je vais vous laisser à vos doutes. Mais, merci. Après, non, c'est juste pour dire que, en fait, j'ai fait la connaissance d'un vétérinaire il n'y a pas longtemps, vétérinaire en Ardèche, qui a monté une formation qui s'appelle Animoméo et qui forme des éleveurs, des vétérinaires, à l'homéopathie, en particulier Unici, c'est un type remarquable, et qui a des résultats qui sont extraordinaires. Et si ça vous tente, allez voir un film qui s'appelle L'homéopathie, une nouvelle voie. C'est un film qui est disponible sur YouTube, qui a été tourné par William Turin, qui est un psychiatre homéopathe de Marseille. Et il y a une consultation homéopathique d'un cheval, entre le vétérinaire, le cheval et la propriétaire du cheval. C'est extraordinaire. Alors, on peut parler d'effet placebo, mais quand vous regardez ça, je vous invite à aller le voir. Après, nous, on est dans des résultats statistiques, évidemment. Parce que la pointe des choses dans des études cliniques, c'est le nombre.